OK, donc juste, quelques mots de vocabulaire avant. Je crois pas qu'il y ait des choses trop techniques, sauf, je vais juste mentionner quelques, personnes, quelques économistes. Je vais parler de Keynes, John Maynard Keynes. Je vais parler de John Stuart Mill et de Vilfredo Pareto et aussi de Amartya Sen, qui est un homme. Voilà, je crois que c'est tout ce que je vais citer comme, à part la personne principale en elle-même. Et pour le reste, bon courage. OK, c'est parti. Bonsoir, chers collègues, j'espère que vous vous portez bien. Ce soir, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'intéresse depuis quelques semaines, un thème, économique. Ça peut paraître un peu, fou, mais je me suis passionnée récemment pour un thème économique, je pensais vraiment pas que ça allait m'arriver. Hem, voilà, donc ce que je propose, c'est de parler de la théorie du donut et en plus, ça a l'air appétissant, mais c'est pas tout à fait ce que vous imaginez. Cette théorie du donut, elle est apparue pour moi, sur les réseaux sociaux il y a quelques mois à peu près, pendant le confinement. Je m'y suis intéressée parce que j'avais l'impression que tout le monde en parlait un peu, c'était assez mystérieux. Hem, C'était un peu, la théorie dont on doit absolument prononcer le nom et je savais pas vraiment à quoi ça faisait référence, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour faire des recherches. Donc un soir, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, j'ai cherché, théorie du donut et là, je me suis retrouvée, jusqu'à minuit passé à regarder des vidéos d'une économiste, sur internet. Cette économiste, elle s'appelle Kate Raworth ou Raworth, je crois que ça se prononce en anglais. Une économiste, britannique et j'ai vraiment passé, plusieurs heures à regarder des conférences en ligne d'elle sur YouTube ou encore sur TED. Je vais essayer de m'inspirer un peu de son style, oral pour vous exposer un peu ses idées. Elle est vraiment très efficace dans sa façon de parler, très dynamique, très imagée aussi. Sa thèse fondamentale, c'est qu'on est maintenant au XXIe siècle et qu'il est donc vraiment temps de laisser de côté les comment dire? Les, théories économiques du 20e, du 19e et même du 18e siècle. Il est temps de créer notre propre paradigme, notre propre façon de théoriser l'économie, c'est ça qu'elle propose. Pour elle, l'économie, c'est quelque chose de politique, de quelque chose d'actif qui doit intervenir et réfléchir, au bien notamment des êtres humains ou encore de la planète et plus seulement en se parler en termes de chiffres, de calculs, de rationalité. Si vous voulez, l'idée c'est: «Homo economicus est mort, vive Homo economicus». Vous savez, l'Homo economicus, c'est ce petit bonhomme, qui pense uniquement en termes de coût et qui connaît le coût de tout et n'importe quoi, qui ne fait que calculer dans sa tête et il avait été développé à l'époque, par, John Stuart Mill et Vilfredo Pareto un peu par la suite. C'est, ce symbole de l'être humain, purement économique, c'est bien sûr un modèle qui permet de penser l'économie et de placer l'humain au cœur de l'économie d'une certaine manière. Alors, on va en venir au cœur de la théorie en elle-même, le donut. Pourquoi est-ce que ça s'appelle un donut, tout simplement? Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Voilà, hop. J'espère que tout le monde voit bien l'image. Donc vous voyez, c'est, une manière de, symboliser les besoins et les buts, de cette économie et de l'humanité. On a dans le creux au milieu, dans le vide au milieu du cercle, on a les, besoins fondamentaux des êtres humains, de l'eau, des aliments, une bonne santé, un bon service de santé, l'égalité homme-femme, un système judiciaire qui fonctionne et cetera. Et puis, en dehors du cercle, en haut, de cet espace vert, on a tout ce qui est plutôt les besoins en quelque sorte de la planète et les, défis actuels et les problèmes actuels, liés à la planète. Tout ce qui est, heu, pollution atmosphérique, acidification des océans, perte de la biodiversité, et cetera, perte des nappes phréatiques, pollution chimique, voilà. Et donc
L'idée, selon elle, c'est que les pays les moins développés ou les plus pauvres se situent bien trop souvent à l'intérieur, au creux du cercle, parce qu'ils n'ont pas, ils ne disposent pas de ressources suffisantes en termes d'alimentation, de santé, d'égalité, de systèmes qui fonctionnent. Par contre, au-delà du cercle, c'est un autre système, c'est plutôt les systèmes majoritairement des pays occidentaux, par exemple, actuellement, qui vont trop loin dans l'exploitation des ressources naturelles et qui mènent à de la pollution de l'atmosphère ou autre. Le but, donc, c'est de réduire cette utilisation des ressources tout en augmentant le niveau de vie de tous les êtres humains. Et ça permettrait d'arriver dans ce cercle vert que vous voyez au milieu. C'est cet équilibre délicat qui se situe entre les deux lignes vert foncé, entre cette fondation sociale, cette base sociale et entre le plafond écologique. Et pour développer son idée de plafond écologique et de fondements sociaux, elle s'est notamment inspirée d'experts et de scientifiques. Pour les fondements sociaux, elle s'est inspirée des objectifs de développement durable de l'ONU, les fameux ODD. Pour le plafond environnemental, elle se base ses 9 catégories sur les travaux de scientifiques. Elle a essayé un peu de tracer l'organigramme de la planète sur la base de ce donut. Et elle s'est aperçue que parmi ces 9 catégories environnementales, il y a des catégories dans lesquelles la planète dépasse largement euh, les limites planétaires. Par exemple, tout ce qui est changement climatique, l'excès d'azote et de phosphore, la conversion des terres, la perte de la biodiversité, tout ça, ça va au-delà et ça crée du rouge. C'est dans le rouge, au-delà du cercle vert. À celles et ceux qui se hérissent un peu à l'idée de dire, qu'on va limiter, qu'on va mettre un plafond, des règles, encore plus de réglementation, elle répond notamment, entre autres dans ses conférences, que généralement l'être humain comment dire? S'approprie assez bien ces règles et s'en accommode assez bien puisque, d'après elle, ces règles auront plutôt tendance non pas à limiter, mais au contraire à stimuler la créativité des êtres humains pour trouver un moyen de prospérer. C'est vraiment ça son maître mot dans ses conférences, prospérer au lieu de croître, prospérer dans le cadre, dans les limites de ses fondements et ce plafond. Alors évidemment, elle n'agit et elle ne développe pas ses théories toute seule, elle rend à César ce qui appartient à César. Par exemple, elle clame se situer dans la lignée de Keynes, du keynésianisme, ce théoricien du XXe siècle, si je ne me trompe pas, du XXe siècle, qui proposait une autre vision de l'économie avec l'intervention de l'État, le fait que l'équilibre offre-demande du marché n'est pas parfait et la relance par la consommation, tout ça. Et il y a d'autres économistes qui inspirent son travail, par exemple Amartya Sen ou encore beaucoup de femmes également. Et concernant justement le fait qu'elle s'inspire d'économistes, on va dire moins mainstream, elle parle notamment du fait que un de ses chevaux de bataille, c'est vraiment l'éducation, notamment des jeunes économistes d'aujourd'hui. Elle a trouvé des résultats, en fait. Il y a des jeunes étudiants d'une université, si c'était une université néerlandaise, je crois, qui ont montré que 75 de leur programme de théorie économique, donc ce qu'ils apprennent en cours d'économie à l'université, la majorité de ce qu'ils apprennent, ce sont des théories liées au néolibéralisme ou à la galaxie du néolibéralisme. Et ensuite, le reste, c'est un peu la catégorie poubelle avec des choses que je connaissais même pas personnellement et que eux connaissent assez peu aussi finalement, l'économie environnementale, l'économie féministe ou plein d'autres choses tout aussi intéressantes, mais qui sont moins la norme dans ces lieux d'enseignement. Je pense que ce qui m'a le plus fascinée dans son discours, c'était sa vision, sa théorie vis-à-vis de la croissance et les métaphores qu'elle utilise pour parler de la croissance. Là, dans la plupart des théories économiques dominantes, la croissance est considérée comme un élément bénéfique, créateur de richesse, un cercle vertueux qui va régler les éventuels problèmes potentiellement créés par un système économique. La croissance, c'est la réponse à tout, c'est la formule magique.
Il suffit pour ça de regarder, les dirigeants et les responsables politiques du monde entier qui transpirent à grosses gouttes quand, leurs experts leur disent: «Ouh, la croissance est en berne cette année». Le peuple a faim, qu'on lui donne de la croissance. Alors que justement chez Kate, Raworth, il y a vraiment un questionnement sur la notion de croissance et sur, son utilité justement. Elle prend notamment l'exemple d'un économiste des années, 50 qui a beaucoup, influencé, les politiques, notamment des États-Unis à cette époque, qui, qui symbolisait la croissance par cet avion qui décolle et qui monte de plus en plus haut vers les étoiles, un peu comme, les astronautes, de l'époque, les Américains qui ont posé le pied sur la Lune, c'était peut-être l'ambiance de l'époque, je ne sais pas. Mais même cet économiste-là, en lui-même, il savait bien que sa métaphore posait problème puisque un avion, à un moment ou à un autre, doit se poser pour, recharger, remplir son réservoir de kérosène ou autre. La croissance, propose, Kate Raworth, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de vertueux. Il y a aucun doute là-dessus selon elle, mais pas la croissance infinie. Pareil et là aussi, elle revient à une métaphore assez frappante, je trouve, c'est une métaphore naturelle. Hem, Vous prenez un arbre, un enfant, il va grandir, se développer, c'est un passage magnifique de la vie. Mais à un moment, cet être vivant va arrêter de grandir et ça va être, la fin de la croissance et ça va être le début d'une autre période qu'elle appelle, période de maturité en quelque sorte. Et cela aussi, c'est naturel. Et par contre, si un jour malheureusement un de vos amis va chez l'oncologue et revient en vous disant: «Malheureusement, il y a quelque chose qui grandit en moi», là, vous saurez que ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a un amas de cellules, néfastes, chez lui qui est en train de se développer de manière infinie, incontrôlée et généralement ça n'annonce rien de très bon. Bref, Kate Raworth, décide en fait de s'attaquer au mythe de la croissance éternelle et propose autre chose. Au lieu d'un système du «je produis, j'utilise, je jette», elle propose de réviser tout ça, de se tourner vers un système qui cherche à réutiliser, à réinjecter et surtout à redistribuer. Ça, c'est aussi un des autres mots clés de son discours, c'est la redistribution. Et en quoi est-ce que ça peut avoir un impact, concret, ce genre de discours ou de théorie? Eh bien, très récemment, c'était pendant le confinement, je crois, oui, le 7 avril 2020, le conseil de la ville d'Amsterdam a décidé, officiellement qu'il allait, se baser sur les principes de cet, économiste, sur, ce modèle économique pour, d'après la ville, rendre l'économie d'Amsterdam totalement circulaire d'ici 2050 et réduire de moitié l'utilisation des matières premières en 10 ans. L'idée de cette théorie, c'est de prendre en compte plein de facteurs. Par exemple, la ville d'Amsterdam est en train de réfléchir à tout ce qui arrive et qui transite par son port, son célèbre port d'Amsterdam. Un exemple, il y a beaucoup de cacao et de fèves de cacao qui transitent par le port d'Amsterdam et la ville essaye de réfléchir pas seulement au tant que produit, mais au fait que ce produit, souvent ces fèves de cacao proviennent, par exemple d'Afrique où elles sont produites dans des conditions, malheureusement, qui bien trop souvent s'apparentent à de l'exploitation. Donc ça aussi, ça peut, faire, évoluer le diagramme, du donut dans le rouge ou dans le vert selon les facteurs qu'on prend en compte et pas seulement le produit, mais toutes les dimensions. Voilà, pour conclure, je pense que j'ai été assez favorablement impressionnée, par surtout son approche positive, vraiment assez encourageante, jamais défaitiste ou apocalyptique et j'avoue, j'ai commandé son livre la semaine dernière, donc j'ai hâte, de le lire et si vous souhaitez, on pourra en discuter si ça vous intéresse. Merci beaucoup, bonne soirée.